Vous écoutez Radio France Internationale, il est 16h en temps universel, 18h à Paris. Le journal en français facile. Sophie Pouzrat. Et à la une de l'actualité, une question, va-t-il bientôt y avoir un accord entre l'Iran et les États-Unis ? En tout cas, c'est ce que semble affirmer Donald Trump quand l'Iran, de son côté, parle d'une version très différente de l'accord annoncé par le président américain. Autre conflit, celui entre la Russie et l'Ukraine qui se poursuit. Les frappes russes continuent de pleuvoir sur les villes ukrainiennes, comme celle de Kharkiv, où notre correspondante s'est rendue. À la une également, la Coupe du Monde est officiellement lancée et au deuxième jour de la compétition, c'est au tour du Canada, l'un des 3 pays organisateurs, de rentrer sur le terrain face à la Bosnie-Herzégovine. Et puis le monde de l'art est en deuil avec la mort de David Hockney à 88 ans. Le célèbre peintre britannique était l'une des figures majeures du mouvement pop art dans les années 60. Est-on proche d'un accord entre Washington et Téhéran ? On peut se poser la question. Ces derniers jours, les menaces de reprendre la guerre se sont multipliées. Les États-Unis ont annoncé avoir conclu un accord avec l'Iran, avec des détails donnés par certains responsables à la presse. Mais le problème, Muriel Paradon, c'est que Téhéran a apparemment une autre version de cet accord. Oui, c'est encore une guerre des mots, de communication. Un responsable américain a révélé à la presse un accord qui reposerait sur 5 points. Le matériau nucléaire sera détruit et enlevé, le programme nucléaire démantelé, les fonds gelés ne seront débloqués que sous certaines conditions, le détroit d'Ormuz sera rouvert, l'Iran, enfin, ne financera pas de groupes terroristes. Voilà les points qui auraient été acceptés par Téhéran, selon ce responsable américain. Mais une agence de presse iranienne donne une toute autre version. Arrêt total des hostilités, du conflit, y compris au Liban. 60 jours de négociations pour arriver à un accord sur les questions nucléaires. Ça veut dire que cette question ne serait pas réglée. Et pour discuter de la levée totale des sanctions américaines sur l'Iran. Enfin, le détroit d'Ormuz, lui, resterait sous contrôle iranien. On a donc 2 versions différentes d'un éventuel accord entre les 2 parties. Qui dit vrai, qui dit faux, difficile à dire. Donald Trump se montre, comme à son habitude, menaçant, tandis que Téhéran maintient la pression. Merci Muriel Paradon. Des discussions directes entre Russes et Ukrainiens, c'est la demande des ambassadeurs français, britanniques et allemands après avoir rencontré le vice-ministre russe des Affaires étrangères à Moscou. Les diplomates soutiennent la proposition du président ukrainien Volodymyr Zelensky à son homologue russe. Pendant que sur le terrain en Ukraine, la Russie poursuit sa guerre. À Kharkiv, les explosions sont quotidiennes, mais malgré les alertes aériennes quasi permanentes et la menace des missiles et des drones russes, les habitants s'accrochent à un semblant de normalité dans un contexte qui ne l'est pas. Reportage de notre correspondante Emmanuelle Chaz. Ces explosions ont retenti mercredi vers 4h du matin à Kharkiv au petit jour. La Russie lançait plus de 20 drones sur la 2e plus grande ville d'Ukraine. Et si les drones intercepteurs ukrainiens sont performants, ils n'empêchent pas toutes les destructions, comme dans ce café endommagé pour la 2e fois par une frappe russe. Mais Svetlana, derrière le comptoir, n'a aucune intention de baisser les bras. Heureusement, il n'y a eu que les fenêtres qui ont été cassées. Nous avons juste ouvert quelques heures plus tard que d'habitude. Nous sommes amis avec nos voisins, avec tout le monde. Nous nous sommes entraidés toute la journée d'hier. Et en fait, quand on travaille, tout ça est plus facile à supporter. Dans le parc voisin, le balai des drones ne semble plus effrayer personne. Alexis promène son fils et il est serein. Effrayant de se balader ici? Non. On a l'habitude. Quand il y a un raid aérien, quand les missiles et les drones volent, on est chez nous. Enfin, derrière 2 murs, comme on dit. En gros, soit dans la salle de bain, soit dans le couloir. Dans le jardin de Kharkiv, des couples se promènent avec leurs chiens ou avec leurs enfants. Des amis jouent au tennis de table. D'autres encore font du yoga, en pleine conscience de la menace aérienne quasi permanente venue de Russie, éloignée d'à peine 25 km de la ville. Emmanuelle Chaz, Kharkiv, RFI. L'inquiétude toujours en République démocratique du Congo où l'épidémie du virus Ebola continue de s'étendre. C'est ce que déclare l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui avertit d'une hausse du nombre de cas et d'une étendue à des nouvelles zones géographiques de cette épidémie qui sévit pour l'instant dans l'est du pays. Selon les chiffres du ministère congolais de la Santé, 676 cas confirmés, dont 136 décès ont été enregistrés.
pour ce variant du virus, contre lequel il n'existe pas de vaccin pour l'instant. Après la cérémonie d'ouverture à Mexico et le premier match de la Coupe du Monde de football, hier, c'est au tour du Canada d'entrer dans la compétition ce vendredi. On le rappelle, c'est l'un des 3 pays organisateurs avec le Mexique et les États-Unis. Les Canadiens qui ne participent qu'à leur 3e Coupe du Monde au total débutent à Toronto face à la Bosnie-Herzégovine. Un match à domicile donc pour essayer d'obtenir une première victoire en phase finale d'un mondial et en espérant que la ferveur sera au rendez-vous dans un pays où le foot est très loin d'être le sport numéro 1, comme le raconte notre envoyé spécial à Toronto, Frédéric Suto. Au pays du hockey sur glace, du baseball ou encore du basket, pas facile pour le foot de se faire une place au soleil. Il y a bien eu la Coupe du Monde féminine qui s'est disputée ici au Canada en 2015. La sélection était arrivée jusqu'en quart de finale et avait suscité un réel engouement. Le soccer au féminin, mais pas encore au masculin, comme nous l'explique Edgar, fan de sport et habitant de Toronto. Toronto, elle découvre tout ça. Des fois, le monde se dit « Oh, mais c'est quoi FIFA ?» C'est plus les filles qui sont dans le foot, pas les garçons. Mais je pense qu'à partir de maintenant, le fait que surtout l'ouverture de la Coupe du Monde au Canada se fait à Toronto, à mon avis, ça va créer un précédent. Mélissa, elle, adore le foot. Elle va suivre, bien entendu, l'entrée en lice du Canada contre la Bosnie-Herzégovine en espérant que la greffe va prendre et que Toronto va s'enflammer pour les Rouges. C'est rare, il n'y a pas beaucoup de gens ici qui suivent le soccer. Mais oui, on espère toujours, on veut toujours que l'équipe de notre pays gagne parce que ça serait vraiment la folie. Si le Canada gagne, je crois que ça pourrait vraiment aider le foot à vraiment exploser peut-être à Toronto ou même au Canada. Donc oui, on espère. Le Canada qui disputera ses 2 autres matchs du premier tour de l'autre côté du pays, à Vancouver. Frédéric Suto, Toronto, RFI. Le Canada face à la Bosnie-Herzégovine, c'est un match à suivre à partir de 19h en temps universel sur les antennes africaines de RFI. Après l'espace, SpaceX s'apprête à décoller en bourse. L'entreprise d'Elon Musk, spécialisée dans les fusées et dans les vols spatiaux, veut réaliser la plus importante entrée en bourse de l'histoire ce vendredi, c'est-à-dire qu'elle rend une partie de son capital disponible sur un marché financier. Son objectif, c'est de lever 75 millions de dollars dès son entrée, soit le triple de l'actuel record mondial. Lui était le peintre vivant le plus coté du monde de l'art, celui dont les toiles se vendaient au meilleur prix. David Hockney est mort, il avait 88 ans et il était l'un des artistes britanniques les plus influents du XXe siècle. David Hockney est devenu célèbre pour ses peintures très colorées. On connaît notamment celle de piscine, mais il a aussi peint la nature et des paysages. Et pour Catherine Cusset, écrivaine et ancienne enseignante à l'université de Yale aux États-Unis, c'était sa manière de transmettre du bonheur. En fait, je crois que David Hockney, quelque part, c'est une sorte d'incarnation de vie. Il avait une puissance de vie extraordinaire. Il donnait de la joie aux gens par ses tableaux. On allait dans une exposition de David Hockney, le million de personnes qui est allé voir l'année dernière l'exposition à la Fondation Vuitton, on est ressorti, je crois, à chaque fois heureux. Il a vu beaucoup d'amis mourir. Et face à la mort de tous ses amis, il a peint de plus en plus joyeux et coloré. C'est sa façon de répondre à la mort. De même que pendant la pandémie, il a peint le printemps en Normandie. Et en ayant cette phrase qui est devenue célèbre, qui est rien ne peut annuler le printemps. Les gouvernements peuvent tout annuler, on n'a plus le droit de sortir, mais rien ne peut annuler le printemps. Catherine Cusset, écrivaine et ancienne enseignante à l'université de Yale aux États-Unis, elle était l'invitée d'Anne Kantner dans RFI Midi. Et puis le Venezuela sonne l'alarme vis-à-vis d'une nouvelle marée noire en provenance de Trinité et Tobago. La marée noire, c'est le nom donné à une importante quantité de pétrole déversé en mer, souvent après le naufrage d'un navire pétrolier par exemple. Selon Caracas, cette marée noire a atteint les côtes du Venezuela. Le gouvernement évoque un risque pour les activités de pêche, pour les habitants des côtes également, et dit avoir pris des mesures pour surveiller et pour protéger son littoral. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 18h et presque 10 minutes à Paris, 16h10 en temps universel.